Bonjour, cette vidéo a pour objectif d'expliquer un petit peu le Memento Python qui vous a été distribué en terminale. Alors un Memento, c'est pas un manuel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre l'informatique et la programmation en Python juste en lisant une page en 20 secondes. Par contre, l'intérêt de ce Memento, c'est de trouver rapidement et facilement une information. Ce Memento contient tout ce dont vous avez besoin en Python, en terminale et en physique-chimie. Alors, si vous essayez quand même de regarder le contenu du Memento, c'est très lourd parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, je vous propose cette petite vidéo pour faire rapidement le tour de la question, pour que vous arriviez à vous repérer plus facilement dans le Memento. Alors d'abord, Python, en fait, c'est un logiciel, c'est un langage de programmation, mais c'est aussi un logiciel. Donc, vous pouvez utiliser Python s'il est installé sur votre ordinateur, soit par le biais d'un logiciel comme EduPython, soit en installant directement Python sur votre ordinateur. À ce moment-là, vous pouvez faire de la programmation en Python en utilisant l'éditeur qui s'appelle IDLE, qui est à l'intérieur de Python par défaut. Maintenant, on n'est pas obligé d'utiliser ce logiciel pour faire du Python sur un ordinateur parce qu'on peut utiliser un éditeur en ligne. Il se trouve que sur le NT, vous avez accès à un éditeur en ligne. Donc en vous mettant ici dans le NT, dans Mes applis, et en cherchant un petit peu, eh bien, vous allez trouver une icône pour Capital. Une fois que vous êtes dans Capital, vous allez commencer une nouvelle activité dans Mes activités. Et puis, vous allez créer une activité. Le type d'activité que nous, on va créer, c'est ce qu'on appelle un notebook. Donc, c'est une manière particulière de présenter du code Python et les résultats de l'application de ce code à l'intérieur d'une page Internet. C'est pour ça que ça fonctionne justement sur le NT. Une fois que c'est fait, il va falloir donner un titre à l'activité. Donc, admettons que moi je l'appelle le Memento, puisque c'est un rapport avec le Memento. Bon là, ça c'est la partie prof. Une fois que c'est fait, vous avez accès à une page internet qui s'appelle Memento et qui contient des zones de code que vous pouvez exécuter indépendamment les unes des autres. Donc par exemple, si je copie a égale 10 à l'intérieur ici de la zone de code et que j'exécute le code avec le bouton exécuter qui est ici, j'ai pas de réponse. Alors qu'est-ce que ça veut dire si j'ai pas de réponse? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Donc Python a compris ce que je voulais dire, il a attribué à A la valeur 10. Si je veux vérifier ça, je peux écrire la valeur de A. Donc en Python, c'est print A. Et il me retourne 10. Donc A contient la valeur 10. Alors il se trouve que dans Capital, avec ce système-là, on peut se passer de print, mais c'est particulier à ce système. Si je fais juste A, il me retourne 10. Maintenant, l'ordinateur a stocké 10 quelque part dans sa mémoire, il a compris que 10 était un nombre. Alors pour savoir comment il a interprété les informations qu'on lui a données pour en déduire que c'était un nombre, eh bien, on peut lui demander le type de A, donc l'instruction ou la fonction type. Il me dit que le type de A, c'est int. Alors int comme integer, en anglais, qui veut dire entier. Donc il a compris que 10 est un entier. On peut aussi utiliser des nombres à virgule flottante, voire éventuellement en notation scientifique. Donc si j'écris par exemple b égale 5,2 10 puissance moins 3, il va comprendre que c'est un nombre à virgule flottante. Si je fais exécuter, je n'ai pas d'erreur. Si je lui demande de me réécrire B, eh bien, vous allez voir qu'il a bien compris ce que j'ai écrit, puisqu'il m'écrit 0,0052. Donc, il sait très bien que B est un nombre à virgule flottante. D'ailleurs, si je lui demande le type de B, il va me retourner float, qui veut dire nombre à virgule flottante. Alors, de la même manière, vous avez un autre type de grandeur qui s'appelle une chaîne de caractères. Si j'écris C égale bonjour avec des guillemets, eh bien il comprend que bonjour est une chaîne de caractères. Si je ne mets pas de guillemets, bonjour sera le nom d'une variable, de la même manière que le B ici était le nom de variable,
d'une variable ou que le A est le nom d'une variable. Je peux mettre n'importe quel mot hein, pour le nom d'une variable, mais il ne faut pas qu'il y ait d'espace à l'intérieur du mot. Ici, il va donc comprendre que bonjour est une variable de type chaîne de caractères grâce aux guillemets. D'ailleurs, si je lui demande de me retourner le type de la variable C qui contient bonjour, eh bien, je vais avoir le type str. Str comme string qui signifie chaîne en anglais, chaîne de caractères. Il existe un dernier type de grandeur dont on aura besoin qui s'appelle des grandeurs logiques ou booléennes. Ce sont des variables qui peuvent être soit vraies, soit fausses. On les utilise beaucoup en informatique. C'est un rapport avec la logique. Donc, il comprend true. D'ailleurs, il l'a surligné, enfin, il a écrit en vert ici. Ça veut dire qu'il comprend que c'est un mot du langage. Si je lui demande de m'écrire le type de D, eh bien, dans Python, les variables logiques, c'est la classe bool, comme grandeur booléenne ou grandeur logique. Si on veut déclarer une variable qui n'est d'aucun type et qui ne contient rien du tout, c'est possible. On va utiliser le type none, enfin on va écrire E égale none. Vous voyez, il n'y a pas de message d'erreur. Et si je lui demande le type de la variable E, eh bien il va me dire que c'est un type none, c'est-à-dire qu'il ne contient rien du tout. Si j'écris quelque chose qui n'est pas compréhensible par l'ordinateur, eh bien, il va m'envoyer un message d'erreur en me disant qu'il ne comprend pas et qu'il va m'expliquer ce qu'il ne comprend pas. Si j'écris B tout seul, par exemple, et que je n'ai jamais, alors pas B justement, on était à E, si j'écris F tout seul, et que je n'ai jamais utilisé F, l'ordinateur ne saura pas ce que c'est. Le nom F n'a pas été défini. Quand vous avez un message d'erreur, il faut toujours regarder la dernière ligne, c'est celle qui contient l'essentiel du message. Ensuite, on peut convertir une chaîne de caractères en nombre et vice-versa, si c'est possible. Par exemple, si je veux convertir la chaîne de caractères, le nombre B, qui est égal à 0,0052 en chaîne de caractères, je vais utiliser la fonction strb. Admettons que je déclare une nouvelle variable, f justement, je vais faire f égale strb. Donc f va contenir la conversion en chaîne de caractères de la variable b. Si la conversion n'est pas possible, j'ai un message d'erreur. Si elle est possible, par exemple ici 0,052, qui est le nombre 5,2 millième, va être converti par l'ordinateur en une suite de caractères, le caractère 0, le caractère virgule, deux caractères 0, un caractère 5, un caractère 2. De la même manière qu'il y a des caractères A, B, C et D. Les caractères ne sont pas stockés dans l'ordinateur de la même manière que les nombres. C'est pour ça qu'on a besoin de faire une conversion. Si maintenant je veux écrire F, il m'a écrit 0,052 entre guillemets. Donc il a bien converti le nombre en chaîne de caractères puisque ici j'ai des guillemets autour. Alors en informatique, on peut utiliser des guillemets comme ça, mais on peut aussi utiliser des guillemets comme ça. Hein, les deux sont acceptés. C'est-à-dire l'apostrophe a la même utilité que le guillemet. Alors ça permet de combiner les deux, justement. Maintenant, si je lui demande le type de F, bien sûr, il va me dire que c'est du type string, c'est-à-dire chaîne de caractères. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces variables? Toutes sortes de choses. Hein. On peut, par exemple, faire des sommes. Alors, si les deux variables ici sont des nombres, il va faire la somme des deux nombres. Si les deux variables sont des chaînes de caractères, il va concaténer les chaînes de caractères. Donc, par exemple, C est une chaîne de caractères. Si je fais qui contient bonjour, si je fais C plus la chaîne de caractères point d'exclamation, et que j'exécute ça, il va me mettre bonjour, auquel il va ajouter la chaîne de caractères avec les points d'exclamation. Si j'essaye d'ajouter deux grandeurs qui ne sont pas compatibles, par exemple B qui est un nombre et C qui est une chaîne de caractères, j'ai un message d'erreur parce que l'ordinateur ne comprend pas ce que je veux faire. Opérande non supporté,
pour plus entre un nombre à virgule flottante et une chaîne de caractères. Si je veux par exemple ajouter la chaîne de caractères correspondant au nombre avec la chaîne de caractères de la variable c, je vais utiliser quelque chose comme ça. C'est-à-dire que je vais convertir le nombre b en la chaîne de caractères correspondante et je vais le concaténer avec la chaîne de caractères c, comme ça a été fait ici avec bonjour. Vous voyez, j'ai 0,052 bonjour, donc en fait, tout ça, c'est une chaîne de caractères. Je peux peut-être le faire sans print pour voir si j'ai bien des apostrophes. Voilà, vous voyez, c'est bien une chaîne de caractères. Alors, les autres opérateurs de calcul dont vous aurez besoin, vous avez la multiplication. Donc là, je multiplie A par 3, ça doit donc faire 30, puisque A est égal à 10. Je peux utiliser le double astérix qui correspond à l'opérateur puissance. Comme A est égal à 10, A puissance 3 devrait être égal à 1000. Donc vous voyez que ça fait bien 1000. Et puis, vous avez des opérateurs, un opérateur dit opérateur d'affectation que j'ai déjà utilisé tout à l'heure. Si j'écris E égale C, alors déjà, on va vérifier que C contient bien bonjour. Voilà. E ne contient rien du tout, puisque c'est une variable de type non. Alors, si je veux mettre bonjour à l'intérieur de la variable E, ce qui va changer son type d'ailleurs, je fais E égale C. Donc, c'est pas un égal mathématique, c'est une opération informatique qui consiste à attribuer à E la valeur de C. C contient la chaîne de caractères bonjour, donc après ça, E va contenir la chaîne de caractères bonjour. Je n'ai pas de message d'erreur. Si je lui demande à nouveau le contenu de E, il m'écrit bonjour avec des guillemets. Alors vous avez d'autres opérateurs que cet opérateur d'affectation. Vous avez des opérateurs de comparaison. Alors on va rechercher la valeur de A et de B avant de les ajouter. Donc vous avez A qui est égal à 10 et B qui est égal à 0,052. Vous voyez qu'en informatique, on utilise un point pour la virgule et la virgule, du coup, est utilisée pour autre chose. Elle a une autre fonction de séparer des variables dans une suite de variables. On en reparlera plus tard. Donc, si je lui demande de m'afficher le contenu de l'affirmation A supérieur ou égal à B, en fait, il va évaluer cette affirmation et il va voir si c'est vrai ou si c'est faux. S'il ne comprend pas, on a un message d'erreur. S'il comprend, on a une réponse. Il se trouve que A est égal à 10, B est égal à 0,052. 10 est bien supérieur à 0,052. Il me retourne vrai. Maintenant, si je veux vérifier que A est bien égal à 10, eh bien, je suis obligé d'utiliser un autre opérateur que l'opérateur d'attribution. Si je mets un seul égal, eh bien A sera forcément égal à 10, puisque A va prendre la valeur 10. Donc si je veux comparer A avec 10 sans modifier la valeur de A, je vais utiliser le double égal qu'on appelle opérateur de comparaison. Il se trouve que ici A est bien égal à 10, donc il va me retourner vrai. Alors bien sûr, si je prends une autre valeur que 10, si j'essaye par exemple de vérifier si A est égal à 9 ou pas, il va comparer A et 9 et il va me dire que A et 9 ne sont pas égaux. Donc là, j'ai false, qui veut dire faux en anglais. On continue avec les listes. Alors, comme on est amené à manipuler des nombres, on peut être amené à manipuler des séries de nombres. Alors, cette série de nombres, en Python, ça sera souvent des listes. On commence par déclarer une liste en mettant les nombres entre crochets. Donc ici, j'ai pas mis de nombre, donc je déclare une liste qui est vide. Voilà. Je peux aussi déclarer une liste initialisée avec un certain nombre de valeurs. Alors, quel type de grandeur on peut avoir dans une liste? On peut faire une liste de n'importe quoi. De nombres, de chaînes de caractères, on peut même faire une liste de listes, si on veut. Si, par exemple, je lui demande le type de cet objet, le type de L, il va me retourner liste. Maintenant, si je veux retrouver la première valeur de la liste,
je vais utiliser L indice 0. On met entre crochets l'indice de l'élément dont on veut la valeur. Les éléments sont numérotés à partir de 0. Donc 10, c'est l'élément 0, 11, l'élément 1, 21, l'élément 2, et 35, l'élément 3. Voilà, j'ai 10. Maintenant, si je veux l'élément 2, je vais donc faire print de L de 1. Donc, si je reprends la liste 0, 1, l'élément numéro 1, c'est le 11, qui n'est pas le premier élément du coup, qui est le deuxième. Voilà, j'ai 11. On peut aussi parcourir la liste en partant de la fin. C'est-à-dire que si je mets des indices négatifs, je pars de la fin de la liste. Donc, moins 1, ça sera l'indice du dernier élément qui est 35. Moins 2, 21. Moins 3, 11. Moins 4, 10. Donc, on essaye moins 1 qui normalement doit me donner 35. Voilà, j'ai bien 35. Et si je fais moins 2, alors je vais réécrire L ici pour ne pas revenir en arrière à chaque fois. Voilà, donc L contient 10, 11, 21, 35. Si je fais print L de moins 2, je vais avoir l'avant-dernier élément. 35, c'est l'élément moins 1. 21, c'est l'élément moins 2. Il m'affiche 21. Alors, si on veut ajouter des éléments à une liste, on va utiliser la fonction append avec un point entre L, le nom de la liste, et cette fonction append. Par exemple, si je veux ajouter 46 à cette liste, donc à la fin de la liste, j'ajoute 46. Alors, il ne me retourne rien parce qu'il va falloir que je lui demande L. J'aurais pu écrire print de L. Voilà, vous voyez que 46 a été ajouté à la fin de la liste. Donc en fait, on peut créer une liste en l'initialisant dès le départ avec des valeurs, comme ça avait été fait ici, mais on peut aussi déclarer dès le départ une liste vide, comme j'avais fait ici, et ensuite, en utilisant append, lui rajouter des nombres. Ça s'appelle créer une liste par extension. Alors, on peut aussi créer une liste à partir d'une autre liste. On dit créer une liste en compréhension. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. On va voir ça tout de suite. Alors, for en anglais, ça veut dire pour. Donc, si j'ai mis des crochets ici et là, ça veut dire que c'est une liste. Que va contenir cette liste? Elle va contenir x au carré pour toutes les valeurs x. Donc, je mets le nom de variable que je veux. J'aurais pu mettre A, B, C, ce que je veux, à l'intérieur de L. Il faut que L soit défini, bien sûr. Donc, L, c'est 10, 11, 21, 35, 46. Donc, ici, pour chaque valeur x de L, donc pour 10, 11, 21, 35, 36, je vais ajouter à cette nouvelle liste le carré de cette valeur. Donc le carré de 10, le carré de 11, le carré de 21, le carré de 35, etc. Il faut que j'affiche L2. Voilà. Donc 100 pour le carré de 10, 121 pour le carré de 11, etc. Là, on a vu l'essentiel pour les listes. Alors maintenant, on peut aussi créer une liste avec une fonction qui s'appelle range. Si j'écris par exemple L3 égale range de 5, alors liste de range, alors c'est un peu compliqué. En fait, range, c'est un objet qu'il faut convertir en liste avant de l'utiliser. Donc c'est pour ça que c'est écrit liste de range de 5. La première fonction liste avec des parenthèses, ici, convertit ce qui est l'argument, c'est-à-dire ce qui est entre les parenthèses, le convertit en liste si c'est possible. Si je fais ça, eh bien, je vais créer une liste qui est comprise entre 0 et 4. C'est pour ça que ici, j'ai écrit début inclus, fin exclu et pas. Donc, le début inclus, c'est 0 par défaut, et le pas par défaut, c'est 1. Donc en fait, on va aller de 0 à 5 exclus, donc de 0 à 4 par pas de 1. Vous allez voir ça tout de suite. 0, 1, 2, 3, 4. Donc je vais de 0 à 5 exclus par pas de 1. J'aurais pu écrire l'équivalent, c'est ça, avec 0 ici. Si je fais ça, j'ai exactement la même liste.
ou même, il n'y a même pas besoin de print. Voilà, si je fais ça, voilà, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, ou alors, j'aurais même pu faire ça, en mettant un 1 à la fin pour dire que c'est par pas de 1. C'est-à-dire, de 0 à 1, j'ai 1, de 1 à 2, j'ai 1, etc. Voilà, j'ai encore la même chose. Donc, par exemple, si je fais voilà. Si je fais LK être égal, alors je vais retirer le L4, ça ira plus vite. Si je fais donc range de 2,5, ça veut dire que je pars de 2, je vais à 5 exclu par pas de 1, puisque si je mets rien en troisième argument, ça veut dire que c'est 1 par défaut. Donc je vais avoir de 2 à 5 par pas de 1, je vais donc avoir 2, 3, 4. Voilà, 2, 3, 4. Donc 2 à 5 exclu par pas de 1. Maintenant, si je voulais avoir par exemple que des nombres pairs, hein, je pourrais faire, admettons que je veuille les nombres pairs de 4 à 10 exclus. Donc pair, ça veut dire par pas de 2. Donc ici, je vais de 4 à 10 par pas de 2. Ça me fait 4, 6, 8. 10 étant exclu, il ne figure pas dans la liste, donc on s'arrête à 8. Si je voulais avoir des nombres impairs en partant de 5, par exemple, il suffit que j'aille de 5 à 10 par pas de 2, et j'ai 5, 7, 9. Donc voilà pour une utilisation complète, une explication complète de la fonction range. On peut utiliser la fonction range aussi pour créer la liste d'une liste en compréhension. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce truc un peu bizarre? Donc ici, je fais une liste de 1 à 2 par pas de 10, donc des nombres impairs de 1 à 9. Et puis pour chacune de ces valeurs, donc 1, 3, 5, 7, 9, je vais mettre dans cette nouvelle liste ici que je déclare avec les crochets, je vais mettre 1/10 de la valeur en question. Je vais donc avoir le résultat suivant. Ah, j'ai oublié le T. Donc vous voyez que quand vous faites une faute de frappe, il vous dit qu'il y a une erreur parce qu'il ne comprend pas. Et si je regarde la dernière ligne, il me dit que print, P-I-R-N, n'est pas défini. Donc comme il ne sait pas ce que c'est que print, eh bien, il ne peut pas le faire. Donc il me dit pourquoi il ne peut pas le faire. C'est parce qu'il manquait le T. J'aurais dû me rendre compte parce que l'écriture n'est pas en vert. Hein, donc ça veut dire que ce n'est pas un mot du langage reconnu. Voilà, donc 01, 03, 05, 07, 09. Donc la liste initiale créée par range, c'est 1, 3, 5, 7, 9. Et puis comme je prends i sur 10 pour chaque valeur i de cette liste, eh bien ça me fait 1/10, 3/10, 5/10, 7/10, 9/10. L'intérêt par exemple de cette liste créée en compréhension, c'est que ça me permet à partir de la fonction range de fabriquer une liste de nombres qui ne sont pas des entiers. Je ne vous ai pas dit, mais je vous le dis maintenant, qu'avec range, on ne peut faire que des entiers. Le troisième argument ici, le pas, est forcément un entier dans la fonction range. Donc si on veut faire une liste régulièrement répartie de nombres qui ne sont pas des entiers, on est obligé de passer par ce genre de subterfuge. Alors, je vous en parle parce qu'on va l'utiliser parfois dans les scripts Python en sciences physiques. On passe maintenant à la deuxième partie. Ici, du memento. Alors, on va s'intéresser aux conditions. Donc, on va se rappeler quelles sont les valeurs de A et B. Voilà, donc A c'est 10 et B c'est 0,052. Et maintenant, je voudrais savoir si A est supérieur à B, inférieur à B ou égal à B. Alors, dans cette manière d'écrire, on peut n'écrire que ça. Donc si A est supérieur à B, il va écrire A supérieur à B. C'est ce qui va se passer ici. On peut aussi se poser la question, enfin on peut, déclarer une autre condition qui dépend de la première. Donc admettons que A soit pas supérieur à B, donc je vais retirer de mes conditions toutes les valeurs de A qui sont pas supérieures à B, et je voudrais vérifier si
A est égal à B. Là, c'est strictement supérieur, et donc là, je veux vérifier si A est égal à B sans modifier A, donc avec un double égal. Dans ce cas-là, j'ai une égalité. Et sinon, else, autrement, donc dans tous les autres cas, ni A supérieur à B, ni A égal à B, donc dans tous les cas où A est inférieur strictement à B, eh bien à ce moment-là, il va m'écrire A est inférieur à B. Donc si j'exécute ce code, bien sûr, il me dit que A est supérieur, il me dit que A est supérieur à B. Ici. Donc ça, c'est comment dire, fondamental en informatique. On n'arrête pas d'utiliser des conditions en informatique pour faire des choix. Alors maintenant, les boucles. On peut parcourir les éléments d'une liste. Donc je vous rappelle le contenu de la liste L, qui est donc égal à 10, 11, 21, 35, 46. Si je veux avoir accès indépendamment les uns des autres à tous les, pour faire des calculs par exemple, si je veux avoir accès à tous les éléments de la liste, je fais ça. For element in L, print élément, et il va m'afficher 10, 11, 21, 35. Après, je peux faire des calculs sur chaque élément de la liste. Par exemple, si ici, je veux imprimer le double de chaque élément, il va donc m'afficher 20, 22, 42, 70, 92. Alors vous allez me dire, c'est la même chose qu'en faisant la liste en compréhension, comme on avait vu ici. Alors oui, on peut obtenir le même résultat par différentes méthodes. Alors justement, en parlant de ça, il y a une autre manière de parcourir une liste pour faire des calculs en chaîne, c'est en utilisant les indices de la liste. Alors, cette manière de faire, là, on va beaucoup l'utiliser, bien sûr, mais on peut avoir besoin de connaître l'indice de l'élément de la liste. Par exemple, si je veux connaître, ou si je veux faire une boucle sur les éléments de la liste, par exemple de l'indice 1 à l'indice 8, par exemple, eh bien, je ne peux pas le faire avec cette boucle-là. Alors, elle est rapide à écrire, elle est facile à comprendre, mais elle est moins polyvalente que celle-ci. Donc ici, len de L me donne la longueur de la liste. Ah bah tiens, je vais peut-être le faire tout de suite d'abord. Si je veux savoir le nombre d'éléments d'une liste, je vais utiliser l'instruction ou la fonction len de L. J'ai 5 éléments dans la liste. C'était 10, 11, 21, 35, 46. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je voudrais accéder à tous les éléments de la liste, mais en même temps connaître l'indice de chaque élément de la liste, éventuellement pour traiter différemment les éléments en fonction de leur indice. Donc je vais parcourir la liste par les indices. Donc au lieu de faire une boucle sur L, je fais une boucle sur range de len de L, qui va me créer une liste contenant tous les indices de la liste. Donc là, ça va faire par exemple, si la longueur de la liste c'est 5 éléments, ici dans range de len de L, je vais avoir 0, 1, 2, 3, 4. Et donc, je vais afficher L de 0, puis L de 1, puis L de 2, puis L de 3, puis L de 4. Voilà. Si je voulais afficher les deux, je pourrais par exemple afficher I. Voilà, je vais afficher I et L de I. Donc l'indice 0, c'est 10. L'élément d'indice 1 pour valeur 11, d'indice 2 pour valeur 21, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais ça permet de traiter des données qui sont dans une liste aussi en fonction de leur place dans la liste. Là, on a vu l'essentiel de ce que vous avez à utiliser dans le langage Python. Alors maintenant, on va voir les modules. Parce qu'en fait, Python ne permet pas de tout faire, et donc on doit importer des modules, qui sont des bouts de code qui ont déjà été faits en dehors de Python, et qui sont bien pratiques parce qu'ils résolvent d'avance certains problèmes. Pour importer un module, on commence par utiliser l'instruction import. Donc par exemple, si je veux faire des calculs mathématiques, dans Python de base, il n'y a que des opérations simples, genre multiplier, puissance, diviser, etc. Mais par exemple, si je veux utiliser le log, il n'y est pas dans Python de base. Donc là, je fais import math. Et maintenant, si je veux imprimer le log de 100, je vais donc pouvoir faire print math.log de 100. Donc la notation pointée me permet d'accéder à une fonction qui est à l'intérieur du module math. Alors si je fais ça, j'ai une surprise. Je n'ai pas 2, alors que le log décimal de 100, c'est 2.
Eh bien parce que le log tout court comme ça, dans Python, ou dans le module math de Python, c'est le log népérien. Alors si on veut avoir le log décimal, à ce moment-là, il faut utiliser la fonction log10 pour dire que c'est en base 2. Donc c'est ici, en base 10. Si je fais ça, je vais bien avoir 2. 2,0 parce que c'est un nombre, c'est pas un nombre entier hein, que va retourner le log, ça va être un, comment dire, un nombre à virgule flottante. Alors, il y a plusieurs manières d'utiliser l'import. Je peux aussi renommer la bibliothèque que j'utilise. Donc si je fais ça, au lieu d'écrire math.log210, eh bien, je vais pouvoir utiliser ou écrire m à la place de math. Ça permet de simplifier. Ça permet de simplifier le code. Hein, donc ici, j'ai une seule lettre au lieu d'avoir un mot entier. Ça, on l'utilisera beaucoup pour les bibliothèques graphiques, on va voir ça juste après. Ou alors, une autre possibilité, qui est beaucoup plus simple encore, mais un petit peu plus dangereuse, ou un petit peu moins compréhensible par quelqu'un d'extérieur, c'est de ne pas utiliser le nom du module avant, mais juste le nom de la fonction. Si je fais from math import exp, eh bien, il va importer uniquement la fonction exp du module math et l'intégrer directement dans mon code sans avoir besoin de dire par ailleurs après coup qu'il vient du module math. Donc par exemple, si j'utilise la fonction exponentielle, donc si je fais exponentielle de 1 par exemple, il va me retourner 2,71. Si j'avais utilisé cette notation là, avec import math, j'aurais dû écrire ici math.exponentielle de 1. D'ailleurs, je peux peut-être essayer de le faire. Les deux devraient fonctionner. Voilà, si je fais ça. Voilà, ça me donne exactement la même chose. Donc voilà pour les importations que l'on ne va pas tarder à utiliser. Alors maintenant, dans Python, il n'y a pas d'outil pour faire des graphiques, donc on est obligé d'importer une bibliothèque de fonctions de graphiques. C'est le module matplotlib.pyplot. Donc à chaque fois que l'on va utiliser ce module, eh bien, il faudrait recopier matplotlib.pyplot, le nom d'une fonction. Alors pour ne pas avoir à faire ça, on va utiliser l'importation avec l'utilisation d'un alias. Hein, c'est-à-dire que je vais utiliser plt à la place de matplotlib.pyplot. Ça ira beaucoup plus vite. Admettons que je vais tracer la tension en fonction d'intensité. Je définis une liste qui contient des intensités. Vous voyez, ici, j'utilise la notation scientifique et je vais utiliser une liste contenant des valeurs de tension. Alors attention, pour que ça marche, il faut que le nombre d'éléments de la liste d'abscisse et de la liste d'ordonnées soit la même. 1, 2, 3, 4, et ici 1, 2, 3, 4. Si je n'ai pas le même nombre, j'ai un message d'erreur. Et tout simplement, pour tracer un graphique, je vais utiliser la fonction plot du module matplotlib.pyplot. Le premier argument, c'est une liste d'abscisses, et le deuxième argument, c'est une liste d'ordonnées. Et ici, ce sont des choix sur des détails de représentation. Si j'utilise juste la fonction plot, il ne va pas m'afficher le graphique. Donc, pour afficher le graphique, je suis obligé d'utiliser la fonction show. On dit méthode, hein, quand c'est une fonction qui est à l'intérieur d'une classe comme ça. Et si jamais j'avais besoin d'afficher un autre graphique, je suis obligé de fermer ce graphique-là, sinon les instructions du second graphique se superposeraient avec celles du premier graphique. Donc, normalement, on utilise plt.close à la fin. C'est pas obligatoire, mais ça peut poser des problèmes si on veut tracer plusieurs graphiques successivement. Si j'exécute ça, donc il lui faut du temps. Alors je vous signale d'ailleurs que quand vous avez un astérix ici, ça veut dire qu'il faut attendre. Donc il est en train de réfléchir. D'ailleurs, je ne peux plus modifier le code ici. Là, c'était l'entrée 72, donc ça va devenir l'entrée 73. Et vous voyez que ici, il m'a affiché le graphique en question. Donc en ordonnée, les tensions, et en abscisse, les intensités. Alors le B qui est ici signifie bleu. Si je mets R pour rouge, il va m'afficher en rouge. Le O signifie que les points sont des ronds. Si je veux une croix, par exemple, je vais mettre un plus. Et vous voyez qu'ici j'ai des croix. Si je veux un trait continu,
au lieu d'avoir un pointillé, je mets un moins, qui signifie trait continu. Voilà. Et si je ne veux pas de trait du tout, et que je veux des croix en forme de X, voilà, je vais faire ça. Et donc là, je suis rouge, des croix en forme de X, et pas de trait entre les croix. Donc voilà pour une première explication du module. Après, vous voyez qu'il n'y a pas de légende nulle part, donc je peux rajouter un titre. Pour rajouter un titre, je vais utiliser la méthode title, ou la fonction title. Donc par exemple, si ici je fais plt.title loi d'Ohm, par exemple, puisque ce graphique illustre la loi d'Ohm. Ah oui, alors ici, pour ne pas qu'il y ait de télescopage, remarquez, non, il ne va pas y avoir de problème, je vais mettre ici une apostrophe, voilà. Si j'exécute, vous voyez que ici, il m'a mis un titre. Ensuite, si je veux mettre des légendes, je peux rajouter plt.xlabel et plt.ylabel. Et ici, je vais mettre, par exemple, alors X, c'était une intensité. Voilà, intensité en ampères, par exemple. Alors, avec un I majuscule, ce serait peut-être mieux. Vous voyez que, ici, j'ai intensité en ampères. Maintenant, si je veux faire afficher les légendes dans un cadre, alors je peux peut-être mettre ici une légende pour les ordonnées. Donc les ordonnées, c'est Y. Et puis donc ici, c'est tension en volts. Voilà. Ah, donc là, on est sur des détails de chez détail. Hein. J'ai tension ici. Maintenant, je peux aussi m'amuser à rajouter un label, c'est-à-dire une légende pour le graphique lui-même. Donc ici, je peux mettre... alors là, on affiche la tension en fonction de l'intensité. Je peux écrire par exemple tension. Donc ça serait label égale tension. Donc là, c'est un label pour l'ensemble de la courbe elle-même. Hein, au cas où je ferais plusieurs courbes sur le même graphique. Si je fais ça, il ne s'affiche pas. Ça s'affiche nulle part. Le label s'affiche nulle part. Donc pour que le label tension s'affiche, il va falloir que j'utilise la méthode légende. Donc ajouter une légende. Donc ici, ça va être plt.légende. Voilà, alors sans espace bien sûr, sinon je vais avoir un message d'erreur. Et vous voyez que ici j'ai une légende, les croix comme ça, c'est pour la tension. Donc du coup, ça peut me permettre d'avoir plusieurs courbes sur le même graphique avec une légende qui permet à celui qui regarde le graphique de comprendre à quoi correspond chaque courbe en fonction des choix que je fais avec des croix, des points, etc. Alors maintenant, les modèles. Donc ça, voilà pour l'essentiel. On peut aussi rajouter une grille si on veut lire facilement sur le graphique avec la méthode grid. Bon, là, on aura vraiment fait le tour de la question. Donc, je rentre pas dans les détails, hein, mais on peut personnaliser tout ça. Voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai grâce à la méthode grid qui est ici, voilà, j'ai rajouté une grille sur le graphique qui permet de faire des lectures graphiques beaucoup plus facilement. On a fait le tour de la question des graphiques, vous n'aurez pas besoin d'en savoir plus sur les graphiques. Alors, on peut tout personnaliser. Hein. Vous pouvez regarder sur Internet le mode d'emploi de la bibliothèque matplotlib.pyplot. Hein. Il y a plein de possibilités. On peut même faire des graphiques en 3D très élaborés, etc. Je vous signale d'ailleurs que tant que vous n'avez pas cliqué sur l'icône de disquette ici, les informations ne sont pas enregistrées. Donc si vous fermez votre notebook Capital sans avoir enregistré les modifications, il n'enregistre rien. Hein, donc quand vous le rouvrez, il est vide. Donc là, par exemple, je viens d'enregistrer les modifications. Alors, dernière bibliothèque de fonctions dont on va avoir besoin, c'est
le module NumPy. Alors le module NumPy permet de faire en Python des calculs plus ou moins élaborés. Alors du calcul matriciel, donc des opérations sur les vecteurs, par exemple ajouter deux vecteurs ou multiplier un vecteur par une constante, ce qui revient d'un coup à multiplier l'ensemble des valeurs d'une liste par une constante, ou alors faire par exemple une régression linéaire. Ça c'est le genre de choses dont on a absolument besoin dans nos sciences expérimentales. Donc quand j'utilise la fonction polyfit, eh bien je peux chercher à faire une régression. Alors je sais pas si vous voyez, hein, np va être l'alias de numpy ici, hein, donc c'est np, donc on est bien sur une fonction de numpy, hein, avec cette méthode là qui s'appelle polyfit et qui prend donc deux arguments, une abscisse, une ordonnée, et puis le troisième nombre qui est ici qui va être le type de polynôme pour lequel on fait une régression. Par exemple, si c'est un polynôme de degré 1, c'est une régression linéaire, donc on essaye de voir quelle est la droite qui passe au plus près de chaque point. Si j'avais mis un 2 ici, ça serait une régression parabolique, hein, on essaierait de voir quelle est la parabole qui passe au plus près de chaque point. On va faire ça, et puis on va chercher le coefficient directeur de la droite. Donc A, c'est le coefficient directeur de la droite, et B, c'est l'ordonnée à l'origine, hein, pour une droite du type y égale ax plus b. Je mets les variables que je veux ici. Hein. Ici, je pourrais écrire coefficient directeur à la place de A. Ça serait la même chose. Alors, il se trouve que quand je trace la tension en fonction de l'intensité, hein, et que j'ai une droite qui passe par l'origine, j'ai donc une droite du type U égale RI. Donc le coefficient directeur A de la droite va correspondre à la valeur de la résistance. Et comme ici, j'ai un rapport simple entre les deux, c'est-à-dire que, voilà, j'ai 1, 2, 3 millièmes ici, 1, 2, 3 volts, ça veut dire que j'ai une résistance dont la valeur est de 1000 ohms. Le coefficient directeur de cette droite a pour valeur 1000. Donc on va exécuter, et vous voyez qu'on a 1000. Alors ça va me dire, bah oui, mais c'est pas 1000 pile, c'est 1000,00002. Or, ici, il n'y a pas d'imprécision dans les valeurs. Alors il se trouve que l'ordinateur a une mémoire limitée pour stocker chaque valeur, et donc il y a un petit arrondi qui est fait pour chacune des valeurs qu'on stocke en mémoire. Et donc du coup, sur les calculs qu'on fait à partir de ces valeurs, il y a aussi un petit arrondi. Donc après, c'est à vous d'interpréter le résultat et de l'utiliser avec le nombre de chiffres significatifs qui convient. L'ordinateur n'est pas capable de savoir le nombre de chiffres significatifs dont vous avez besoin. C'est à vous de le décider. Voilà, on vient de finir un tour d'horizon assez complet de tous les besoins que vous pouvez avoir en informatique avec Python pour les TP et les activités de terminale spécialité physique-chimie.